Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, disait ma belle-mère au téléphone, sans se rendre compte que je me tenais à 2 mètres d'elle dans le couloir. Ce n'est qu'une gratte-papier. Elle n'a pas sa place dans cette famille, et ne l'a jamais eue. Je suis restée plantée là un instant, ma sacoche de travail à la main, laissant ces mots m'imprégner comme l'eau glacée vous saisit quand vous y plongez pour la première fois. Puis je me suis retournée à ma voiture et je suis rentrée chez moi. Je veux que vous compreniez quelque chose à mon sujet avant que je ne vous raconte la suite de cette histoire. Je ne suis pas le genre de personne à hausser le ton. Je ne suis pas le genre de personne à envoyer de longs SMS larmoyants à 2 heures du matin ou à débarquer chez quelqu'un pour exiger des explications. Je suis le genre de personne qui prend des notes. Je suis le genre de personne qui lit 2 fois chaque ligne de chaque document qu'on lui présente, et qui retient ce qu'elle a lu. Je fais ce métier depuis 11 ans, et durant cette période, j'ai mis au jour des réseaux de fausses facturations dans des centres hospitaliers régionaux, des emplois fictifs sur les fiches de paie de certaines mairies. Et une situation très mémorable impliquant un éleveur du Cantal qui avait réclamé des aides agricoles pour 47 vaches qui n'existaient pas. C'est mon gagne-pain. Et j'y excelle. Mon mari est décédé 18 mois avant que tout cela n'arrive. Thomas avait 34 ans, ce fut soudain, et je ne m'attarderai pas là-dessus ici car cette histoire ne parle pas de deuil. Elle parle de ce qui a suivi. Sa famille possédait une entreprise régionale de logistique et de transport routier que son grand-père avait bâtie à partir d'un seul camion de livraison de fioul dans les années 60. Au moment où mon mari a hérité de ses parts, l'entreprise valait considérablement plus que quiconque en dehors de la famille ne l'imaginait. Il avait toujours été très discret à ce sujet. Il faisait profil bas, conduisait une petite Peugeot modeste, emmenait notre fille au parc le dimanche matin comme n'importe quel autre papa. Sa mère, Béatrice, en revanche, n'avait jamais été discrète sur rien dans sa vie. Elle arborait son argent comme un déguisement. Ma fille, Emma, avait 5 ans quand elle a perdu son père. Elle a ses yeux et sa façon de devenir toute silencieuse quand elle réfléchit intensément à quelque chose. Dans les mois qui ont suivi sa mort, elle me demandait souvent où papa était parti. Et je lui répondais qu'il était allé dans un endroit magnifique et qu'il pouvait toujours la voir. Et elle hochait la tête très sérieusement avant de retourner à ce qu'elle faisait. Et moi, j'allais dans la salle de bain et je pressais un gant de toilette froid contre mon visage. Pendant quelques minutes avant de pouvoir de nouveau fonctionner. Ma belle-mère n'est pas venue à la maison une seule fois pendant ces mois-là. Pas une seule fois. Ma belle-sœur, Camille, a appelé 2 fois. Des appels. Bref, se terminant tous deux par la phrase « On s'organise un truc très vite ». Ce que nous n'avons jamais fait. Mon beau-père, Bernard, a envoyé une carte. Une carte ? Le genre qu'on achète au bureau de tabac avec un message préimprimé. À l'intérieur. Et il avait signé son nom en dessous à l'encre bleue. Je me disais que c'était le chagrin. Je me disais que les gens gèrent la perte différemment. Je n'ai cessé de me le répéter jusqu'à la semaine précédant Noël. Lorsque j'ai découvert, non par eux, mais par une amie de la famille qui pensait que j'étais déjà au courant, que ma belle-mère avait organisé un grand repas de Noël pour toute la famille élargie, et n'avait invité ni ma fille ni moi. Emma m'a posé la question le soir du réveillon. Nous préparions des sablés, elle avait de la farine sur le nez, elle a levé vers moi ses yeux sérieux et a demandé « Maman, on va chez mamie cette année ?» J'ai continué à bouger mes mains. J'ai gardé la spatule en main. Pas cette année, mon cœur, ai-je dit. On fait notre propre fête cette année. Elle y a réfléchi un instant. Elle nous a oubliés. J'ai posé la spatule.
Je me suis accroupie pour être à sa hauteur et j'ai pris ses deux petites mains dans les miennes. Personne ne pourrait jamais t'oublier, ai-je dit. Tu es impossible à oublier. Elle a souri et est retournée à son emporte-pièce. Et je me suis relevée, je me suis tournée vers le plan de travail et j'en ai agrippé le bord à deux mains jusqu'à ce que je me sente de nouveau stable. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être patiente. Je veux être précise sur ce qui s'est passé ensuite, car les détails ont leur importance. Le testament de mon mari était limpide. Ses parts de l'entreprise devaient être placées dans une fiducie familiale pour Emma jusqu'à ses 25 ans, et j'en étais désignée comme administratrice. Il existait un autre fonds de placement familial antérieur à notre mariage, que son grand-père avait créé, et ce fonds était géré par ma belle-mère en tant que doyenne de la famille. Emma était désignée comme bénéficiaire de cette structure. Tout comme chaque autre petit enfant de la famille. Moi y compris, dans une capacité limitée, en tant que conjointe survivante de mon mari. 3 mois après ce dîner de Noël auquel nous n'étions pas invités, j'ai reçu une lettre de l'avocat en droit des successions de la famille m'informant que la société familiale avait été restructurée et qu'à la suite d'un examen juridique, le statut de bénéficiaire de ma fille avait été reclassé. Il y avait beaucoup de formules très prudentes dans cette lettre. Des mots comme réalignement administratif et ajustement des paliers de bénéficiaires. Je l'ai lu 4 fois. Puis j'ai appelé l'avocat. Il était poli. Le genre de politesse qui vient avec des années de pratique. Il a expliqué que la restructuration avait été initiée par ma belle-mère en sa qualité de gestionnaire, que c'était tout a fait dans ses prérogatives selon les documents constitutifs, et que si j'avais des questions sur les modifications spécifiques, j'étais la bienvenue pour demander une copie des statuts modifiés. Je l'ai demandé l'après-midi même. Je l'ai lu le soir même, une fois Emma endormie. Je l'ai relu. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier. Je vais être honnête avec vous. Je ne savais pas exactement ce que je regardais. Pendant ces premières semaines, les documents juridiques étaient denses, la restructuration était complexe et quiconque avait conseillé ma belle-mère avait fait un travail compétent. En apparence, tout était techniquement légal. Le reclassement du statut d'Emma s'appuyait sur une clause qui avait toujours existé dans les statuts, une clause concernant les descendants en ligne directe des membres actuels, qui n'avait jamais été pertinente auparavant car personne n'avait jamais essayé de s'en servir pour évincer un enfant. Emma était la fille biologique de mon mari. Son statut de descendante directe n'était pas une zone d'ombre. Et pourtant, il y avait des termes dans les documents modifiés, des termes qui n'y figuraient pas auparavant, qui créaient ce que je ne peux décrire que comme un brouillard procédural autour de ses droits. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les litiges liés au patrimoine. Puis j'en ai contacté un deuxième. J'ai pris tous les documents que j'avais, les statuts originaux, les statuts modifiés, la lettre de l'avocat de la succession, 18 mois de relevé financier que j'avais discrètement demandé et obtenu en tant que tutrice légale d'Emma. Et je les ai étalés sur la table de ma salle à manger, et j'ai commencé à décortiquer les chiffres. Vous devez comprendre une chose à propos des chiffres. Ils ne mentent pas. Les gens mentent. Les documents mentent. Les chiffres en eux-mêmes, si l'on sait comment les regarder, disent toujours la vérité. Il m'a fallu 6 semaines pour trouver la première anomalie. Il m'en a fallu 4 de plus pour remonter à son origine. Et au moment où j'ai brossé un tableau complet de ce qui se passait au sein de ce fonds familial depuis 3 ans, j'avais rempli 2 carnets et une bonne partie du disque dur de mon
Ordinateur. Ma belle-mère se payait elle-même. Pas ses honoraires de gestionnaire, qui étaient déclarés et légitimes, pas non plus ses frais, qui étaient également déclarés. Elle faisait transiter de l'argent par une série de comptes de prestataires. Des sociétés qui n'existaient que sur le papier, avec des numéros de siret, des boîtes postales, et dans la plupart des cas, un seul compte bancaire. Et ces comptes de prestataires étaient payés par le fonds pour des services qui n'avaient jamais été rendus. Les montants n'étaient pas faramineux en soi. Individuellement, c'était le genre de chiffre qui se noie dans un grand bilan financier. Mais cumulé sur 3 ans, il devenait considérable. Il y avait aussi plusieurs transactions qui, à mes yeux, semblaient liées à l'entreprise de logistique elle-même. Des transferts intersociétés qui ne correspondaient pas aux documents justificatifs. Des paiements à des fournisseurs qui apparaissaient à la fois dans les registres du fonds et dans ceux de l'entreprise d'une manière qui aurait dû être impossible si la comptabilité avait été propre. Je suis experte comptable judiciaire. J'ai témoigné devant le tribunal judiciaire. Je me suis assise en face de personnes qui avaient détourné bien plus que cela, et je les ai regardées réaliser en temps réel que la personne qu'elles avaient face à elles avait déjà tout découvert. J'ai monté mon dossier pendant 4 mois. Je l'ai fait discrètement, le soir. Et le week-end, pendant qu'Emma dormait, jouait ou regardait ses dessins animés. Je n'ai dit à personne ce que je faisais. Ni à ma propre famille, ni à mes amis. Ni à l'avocat spécialisé que j'avais consulté. Pas encore. Je voulais être certaine avant de bouger. Pendant ces 4 mois, ma belle-mère m'a appelée. Exactement une fois. C'était pour m'informer que la famille avait décidé de maintenir le tournoi de golf en mémoire de mon mari, un événement annuel que ses amis avaient organisé en son honneur dans un autre club, et que la liste des invités était très restreinte cette année. Elle a dit cela sur le même ton qu'elle aurait utilisé pour discuter d'un changement de réservation au restaurant. Elle n'a pas demandé comment allait Emma. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit qu'elle espérait que je comprenais, j'ai répondu que oui, et j'ai raccroché. Ma belle-sœur m'a envoyé un SMS 2 semaines avant le tournoi qui disait simplement « Je ne voulais pas que tu vois les photos sur les réseaux et que tu sois prise au dépourvu. J'espère que tu vas bien. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai tapé « Nous allons très bien. Merci. » Emma n'a jamais été au courant pour le tournoi. Je l'ai emmenée en forêt de Fontainebleau ce week-end-là, nous avons fait une randonnée et mangé des sandwichs près d'un ruisseau. Elle a trouvé une chenille et a passé 45 minutes à me poser des questions sur la métamorphose. Et ce fut, très sincèrement, une excellente journée. Quand j'ai été prête, j'ai contacté un associé dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges de succession et de patrimoine, pas celui que j'avais consulté auparavant. C'était un cabinet différent, plus grand, avec un département spécifique qui traite les abus financiers et les fautes de gestion fiduciaire. Je leur ai envoyé un résumé de ce que j'avais trouvé. 12 pages à interlignes simples, avec les pièces justificatives en pièces jointes. Ils m'ont appelé le lendemain matin. L'avocate principale chargée de mon dossier était une femme qui pratiquait le contentieux patrimonial depuis 23 ans. Elle avait ce genre de voix qui vous fait immédiatement sentir que la situation est prise en main. Elle a parcouru mon résumé au téléphone en posant des questions pour clarifier certains points, et quand elle a terminé, elle est restée silencieuse un instant, puis elle a demandé « Depuis combien de temps dites-vous que vous montez ce dossier ?» 4 mois, ai-je répondu. Nouveau silence. C'est un travail exceptionnel. C'est mon métier, ai-je dit. La procédure judiciaire a avancé plus vite que je ne l'espérais,
en partie. Parce que la documentation que j'avais réunie était exhaustive, et en partie. Parce que ma belle-mère et ses avocats n'avaient jamais anticipé que quelqu'un fouillerait. Un cabinet d'audit financier indépendant a été mandaté pour mener un examen. Ce qu'ils ont trouvé correspondait à mes découvertes et allait même un peu plus loin dans certains domaines. La première fois que ma belle-mère a su que quelque chose n'allait pas, c'est lorsqu'elle a reçu une assignation en justice. Je le sais parce que ma belle-sœur m'a appelé le même après-midi, et elle n'était pas calme. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» a-t-elle lancé. « Je protège les intérêts de ma fille, » ai-je dit, ce que j'essaie de faire depuis 18 mois. Tu es en train de détruire cette famille. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça va faire à maman, à l'entreprise, à nous tous? J'ai pensé à Emma dans la cuisine, avec de la farine sur le nez, demandant si mamie nous avait oubliés. J'ai pensé au repas de Noël auquel nous n'avions pas été conviés, au tournoi de golf et à la lettre avec ses termes prudents sur le réalignement administratif. Ce n'est pas moi qui ai commencé, ai-je répondu. Elle a raccroché. Ma belle-mère a engagé un avocat parisien très en vue, le genre dont le visage passe régulièrement à la télévision. Mes avocats n'étaient pas inquiets. L'instruction a suivi son cours. Des dépositions ont été programmées. J'ai assisté à la mienne pendant 3 heures, j'ai répondu à chaque question par des phrases complètes et précises, et je n'ai absolument rien ajouté qui ne m'ait été directement demandé. De l'autre côté de la table, l'avocat de ma belle-mère m'a observé avec une expression que j'ai déjà vue. C'est l'expression de quelqu'un qui est en train de recalculer sa stratégie. Le jour de l'audience, je portais un tailleur gris. J'ai déposé Emma à l'école. J'ai conduit jusqu'au tribunal et je me suis assise à la table aux côtés de mes avocats. Ma belle-mère est entrée avec son avocat et 2 membres de sa famille. Elle m'a regardé brièvement une seule fois, puis a détourné le regard. La juge chargée de l'affaire siégeait depuis 16 ans. C'était le genre de juge qui lit tout avant d'entrer dans la salle, et cela se voyait. Elle a expédié rapidement les formalités préliminaires, puis elle s'est tournée vers l'avocat de ma belle-mère et lui a posé une série de questions sur les statuts modifiés. Les réponses de l'avocat étaient fluides, préparées. Il était doué pour ça. Puis la juge a baissé les yeux sur le rapport du cabinet d'audit indépendant et l'a lu. Pendant un long moment. Elle a posé une question de clarification concernant un ensemble précis de transactions avec des fournisseurs. Puis elle a levé les yeux. Je veux comprendre une chose, a-t-elle dit en regardant l'avocat de ma belle-mère. Ces comptes fournisseurs, ceux identifiés dans le rapport d'expertise, pouvez-vous me montrer les contrats de prestation de services correspondants? Il en a été incapable, car il n'y en avait pas. Il n'y avait jamais eu aucune prestation. Il n'y avait eu que de l'argent déplacé d'un endroit à un autre, atterrissant sur des comptes qui, in fine, remontaient jusqu'à ma belle-mère. La juge a posé le rapport. Elle a balayé la salle du regard. Elle a regardé ma belle-mère. Et puis elle m'a regardé, et quelque chose a changé dans son expression. Ce changement qui s'opère quand quelqu'un a lu un document très attentivement et a compris exactement qu'il avait préparé. Maître, a-t-elle dit en s'adressant à mon avocate. Votre cliente est-elle bien la même Claire Mercier qui a témoigné dans l'affaire de l'audit municipal de Saint-Cloud en 2021? Mon avocate a répondu, oui. L'avocat de ma belle-mère a jeté un regard à sa cliente. Ma belle-mère m'a regardé pour la 2e fois. Son visage était figé. La juge a hoché la tête lentement. C'est bien ce qu'il me semblait, a-t-elle déclaré. J'ai lu ce témoignage. Elle s'est replongée dans les documents devant elle. Je n'ai pas souri.
J'ai regardé droit devant. Moi, j'ai gardé les mains croisées sur la table et j'ai respiré calmement. L'issue de cette audience fait partie du domaine public, je peux donc vous dire ce qui s'est passé. Il a été ordonné que le fonds soit restauré dans sa structure antérieure à l'amendement, ce qui signifie que le statut de bénéficiaire d'Emma a été intégralement rétabli. L'affaire a été transmise au bureau du procureur de la République pour un examen des malversations financières. Cette procédure est en cours et je n'entrerai pas dans les détails de son avancement, mais je dirai simplement que l'entreprise de logistique a depuis subi un audit indépendant et que plusieurs des transactions intersociétés que j'avais identifiées ont été intégrées à une enquête plus vaste. Ma belle-mère a démissionné de son rôle de gestionnaire. Un cabinet de gestion de patrimoine professionnel gère désormais ses actifs. Mes avocats sont actuellement en train de récupérer les fonds qui ont été détournés illégalement. Sur la période de 3 ans que j'ai documentée. Mon beau-père m'a appelé 3 semaines après l'audience. Il n'était pas en colère. À l'entendre, il semblait surtout fatigué. Il a dit qu'il ignorait l'ampleur de ce qui s'était passé, et je le crois. Son nom n'était lié à aucune des transactions que j'avais découvertes. Il a demandé si Emma et moi voudrions bien venir dîner un de ces jours. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Ma belle-sœur ne m'a plus contactée depuis qu'elle m'a raccroché au nez. Je n'ai pas fait le premier pas non plus. Peut-être que cela changera avec le temps. Peut-être pas. J'ai arrêté d'essayer de deviner de quoi les familles sont capables. Il y a encore une chose que je veux vous dire, et c'est la partie de cette histoire à laquelle je pense le plus. La semaine suivant l'audience, l'école d'Emma organisait son spectacle de printemps. Elle s'exerçait sur un morceau de flûte à bec depuis 2 mois. Elle s'était entraînée chaque soir sans exception, debout dans la cuisine, avec une concentration absolue, jouant encore et encore jusqu'à ce qu'elle maîtrise la mélodie. J'étais assise au 3e rang de la salle polyvalente de l'école. Mon téléphone sortit pour filmer. Et quand sa classe a défilé sur scène, elle a scruté le public comme le font les enfants, en cherchant. Quand elle m'a trouvé, elle m'a fait un petit signe rapide de la main, puis s'est tenue bien droite et a porté la flûte à ses lèvres. Elle a joué le morceau en entier sans une seule erreur. Après, dans le couloir, elle a couru vers moi, je l'ai soulevée dans mes bras et elle a demandé. « Tu m'as entendu ?» J'ai entendu chaque note, ai-je répondu. J'étais bien. Je l'ai serré un peu plus fort. Tu étais parfaite, ai-je dit. Tu étais absolument parfaite. Elle s'en est contentée. Elle s'est tortillée pour redescendre et est partie retrouver ses amis. Et je suis restée là, dans ce couloir d'école qui sentait le papier canson et le hachis parmentier de la cantine. Et j'ai pensé aux commentaires sur la gratte-papier, au dîner de Noël, à la lettre avec ses termes très prudents et à la façon dont ma belle-mère m'avait regardé dans ce tribunal quand elle avait enfin compris à qui elle avait affaire depuis 18 mois. J'ai pensé à tout ça, et puis j'ai laissé couler. J'ai une fille qui joue de la flûte à bec de tout son cœur. J'ai un métier dans lequel je suis sincèrement douée. J'ai une table de salle à manger qui était recouverte de documents et qui n'est désormais plus qu'une simple table où Emma et moi dînons chaque soir, où elle me raconte sa journée et où je lui raconte la mienne. Et le dimanche matin, nous allons au parc, elle donne du pain au canard et me pose des questions sur des choses que je dois parfois chercher sur Internet pour lui répondre. Nous allons bien. Nous avons toujours été destinés à bien aller. Certaines personnes ne l'ont jamais compris, et c'est l'erreur la plus coûteuse qu'elles aient jamais commise.